Bonjour à tous. Donc, je vais partager l'écran. Donc, je vais vous parler d'un oiseau qui ne volait pas. Et comme vous savez, les oiseaux qui ne volent pas ne sont pas des oiseaux primitifs, mais ce sont au contraire des oiseaux qui ont évolué vers une aptitude plus grande à la plongée, à la nage et à la plongée. Et j'ai trouvé amusant qu'on m'invite à parler du grand pingouin, puisque je travaille en grande partie, enfin une bonne partie de ma carrière sur les manchots. Et vous le savez, il y a cette confusion extrêmement fréquente entre pingouin et manchot, qui vient d'ailleurs en grande partie de ce qu'en anglais, manchot s'appelle penguin. Alors, la disparition du grand pingouin, et vous avez à droite l'un des 24 exemplaires qui nous restent, c'est celui de la grande galerie de la galerie des animaux éteints du Muséum national d'histoire naturelle. Le grand pingouin, c'est un animal emblématique parmi ces espèces éteintes, ce qui explique, et c'est la photographie de gauche, que la Société ornithologique américaine a choisi d'appeler sa revue The Hawk, c'est-à-dire le grand pingouin, dès 1884. Il avait disparu environ 40 ou 50 ans plus tôt. Alors, le grand pingouin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un animal qui a des ailes vestigiales, vous voyez à droite, ce sont des moignons d'ailes, et l'espèce vivait dans l'Atlantique Nord, comme l'indique, donc c'est la deuxième entrée dans la grande galerie quand vous arrivez dans la galerie des animaux éteints au muséum, un lieu pour moi extrêmement émouvant. Et donc quand Valérie Mollès m'a invité à participer à cette conférence débat, je suis allé retourner voir ce grand pingouin qui aurait été tué vers 1844 sur l'îlot d'Eldez, près de l'Islande. Alors la disparition d'une espèce, elle dépend parfois d'éléments qui sont incontrôlables pour l'homme, puisqu'il restait sur un autre îlot complètement inaccessible une grande colonie de grands pingouins, mais cet îlot, près de l'Islande, a disparu au cours d'une éruption volcanique sous-marine, ce qui fait que les oiseaux qui se reproduisaient là sont allés sur l'îlot d'Eldez, mais un îlot malheureusement difficilement accessible, mais quand même accessible. D'où la disparition de l'espèce, car à l'époque relativement récente, donc vers 1800, ceux qui allaient sur les bancs de Terre-Neuve, qui allaient pêcher en Islande, se nourrissaient de grands pingouins ou les utilisaient comme des appâts. Sans compter l'utilisation pour les plumes. Ça a remplacé, par exemple, les éders. Vous savez que le mot édredon vient de eiderdown. Le duvet de l'eider est un excellent isolant, permettait de confectionner des oreillers. Et les éders disparaissant, on s'est rabattu sur le grand pingouin. Évidemment, le fait qu'il soit en grande quantité sur des îles accessibles, encore accessibles, même difficilement, a facilité son extinction. Alors, c'est un palmipède, comme vous le voyez clairement sur cette photographie. Et puis, j'ai mis la reproduction également d'un œuf de grand pingouin. Il doit subsister à peu près 70, 80 peut-être de grands pingouins. Et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'un œuf avec des taches sombres comme ça me rappelle un animal antarctique qui est le grand squat,
qui se trouve dans le nord sous le nom de Grand Labe et dont l'œuf est également pourvu de taches sombres. Ce serait intéressant de connaître la signification physiologique éventuelle de la présence de ces taches, peut-être un signal pour l'animal. Alors, aujourd'hui, l'oiseau le plus proche du grand pingouin est le petit pingouin, pingouin torda aussi, on l'appelle, que l'on trouve comme le grand pingouin dans l'hémisphère nord. Vous voyez, on voit bien aussi ses pattes palmées et ils sont rangés dans la même famille des alcidés. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu dans l'histoire d'autres pingouins qui avaient perdu la faculté de voler, ce qui probablement, je vais y revenir tout à l'heure, beaucoup plus agile au cours des plongées qu'avec des ailes normalement constituées. Mais ces oiseaux disparus, n'ont aucune relation, semble-t-il, avec le grand pingouin. Et c'est donc avec un oiseau qui a la faculté de voler, en l'occurrence le petit pingouin, que le grand pingouin est le plus proche. Mais peut-être aussi, on le dit, du mergule nain, qui est un autre alcidé des régions arctiques. Alors voici probablement un milieu, c'est celui on voit ici des petits pingouins et des guillemots avec, vous voyez, des cormorans. Pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce qu'elle illustre probablement le terrain sur lequel vivaient les grands pingouins. Et puis, ça me permet de vous dire, nous avons travaillé là-dessus avec David Grémillet, le cormoran est un oiseau d'origine tropicale. Et vous voyez que lui, il a réussi à coloniser les régions arctiques également, malgré, par exemple, la nécessité pour lui de faire sécher ses plumes qui sont beaucoup moins protégées contre l'eau, avec beaucoup moins hydrophobes, si vous voulez. Et pourquoi peut-on trouver des cormorans dans ces zones où vivait le grand pingouin et où vit aujourd'hui le petit pingouin? Parce que ce sont des zones très poissonneuses. Et nous sommes même posé la question, ça permet peut-être d'éclairer ce qu'était la vie du grand pingouin, nous sommes posé la question, comment l'oiseau fait-il en plein hiver lorsqu'il se trouve dans ces régions avec des eaux très froides où il s'alimente? En fait, on a mis en évidence que, donc c'est les travaux qui étaient dirigés par David Grémillet, que le cormoran arrive, pourtant d'origine tropicale, encore une fois, il arrive à hiverner dans les régions arctiques en passant beaucoup moins de temps dans l'eau, mais ce n'est possible que parce que ces eaux sont très poissonneuses. Alors maintenant, on va faire une petite comparaison, c'est au moins l'avantage que j'ai en travaillant sur les manchots, entre le manchot et le pingouin. Et vous allez voir qu'il y a des similitudes assez étonnantes. C'est évidemment une convergence à la fois physiologique et anatomique. On va commencer par la convergence anatomique. Convergence dans la mesure où l'oiseau a perdu la faculté de voler dans les deux cas, mais comme vous le voyez, différence. Pour le manchot, ce sont vraiment des nageoires bien constituées. En tout cas, le manchot, si vous l'ignorez, le manchot avait également pour ancêtre dans l'évolution un oiseau volant, un oiseau proche des petits pétrels actuels. Vous voyez aussi peut-être une différence au niveau des pattes. Ce n'est pas comme des pattes de canard, vous l'avez vu tout à l'heure sur le grand pingouin, vraiment des pattes de palmipèdes, elles sont un peu différentes. Alors il y a peut-être plusieurs raisons. L'une d'entre elles étant une structure anatomique qui assure une excellente isolation thermique. Et les manchots se déplacent aussi à terre beaucoup plus facilement
En fait, ils se déplacent donc sur leurs pattes. Vous voyez cette structure anatomique qui leur permet de marcher tout de même, même s'ils ne sont pas très brillants dans la marche, ils se déplacent quand même beaucoup plus difficilement que ne pouvait le faire le grand pingouin et le petit pingouin aujourd'hui. Alors j'ai fait là une petite comparaison en mettant quand même des interrogations sur les chiffres qui demandent qui me laissent un petit doute, si vous voulez. Le manchot royal peut atteindre, pour s'alimenter, une profondeur d'environ 300 mètres. Le grand pingouin, d'après la littérature, 50 mètres. Est-ce vrai? Je vais y revenir. On n'avait pas les moyens à l'époque de mesurer ces profondeurs. Par contre, ce qu'on peut savoir, parce que nous avons nous-mêmes travaillé, d'ailleurs c'était également avec David Gréminier, nous avons travaillé sur la plongée des fous de bassin et nous avons pu, avec des appareils électroniques ultra miniaturisés, montrer qu'en plongeant, le fou de bassin utilisait ses ailes pour descendre. Il est probable qu'avec des ailes vestigiales comme le grand pingouin, ça pouvait permettre d'aller à 50 mètres, mais à mon avis, peut-être plus profond encore. La durée des plongées d'un manchot royal, ça nous la connaissons bien, elle est d'environ 8 minutes, alors qu'il y a théoriquement 4 minutes de réserve d'oxygène au départ. C'est rendu possible, nous l'avons également montré, par un abaissement de la température qui induit une diminution de la consommation d'oxygène des tissus et donc double la durée des plongées. J'ai un petit doute sur les 15 minutes de la littérature pour le grand pingouin, mais pourquoi pas, c'est vraiment dommage qu'il n'existe plus aujourd'hui, pour en étudier la raison, les mécanismes profonds, si c'est le cas. Taille des proies, vous voyez qu'elle est comparable, et dans les deux cas, d'ailleurs, a été signalé, et là, je pense qu'on ne peut pas mettre ces chiffres en doute, parce que, comme à cette époque, on étudiait les animaux surtout en les tuant, malheureusement, je pense que ces chiffres qui ont été donnés des poissons trouvés lors de dissection de grands pingouins sont tout à fait corrects. Mais dans les deux cas, aussi bien un manchot royal qu'un grand pingouin, on peut trouver des proies beaucoup plus grandes. Par exemple, on peut trouver chez un manchot royal un calmar d'1 kilo et on dit que chez le grand pingouin, on a trouvé des proies de grande taille. Probablement, on parle de la morue et du caplan. Distance à la côte, je trouve que c'est très intéressant que dans les deux cas, on voit que ce sont des espèces pélagiques et je pense que là, il n'y a pas de raison de douter des 500 km qui sont annoncés pour la présence du grand pingouin au large des côtes. Alors maintenant, le devenir de ces espèces. Et on le voit ici, en été, les grands pingouins vont, les manchots, pardon, vont à une distance de 400 km pour s'alimenter. Peut-être aller même peut-être plus loin, à la limite des glaces, mais c'est vrai quand le grand pingouin, en vivant le long des côtes du Labrador et de Terre-Neuve, était beaucoup plus proche des glaces et avait une distance moins grande que les manchots dans l'hémisphère sud pour trouver la nourriture. Alors pourquoi on ne pouvait pas déterminer la profondeur des plongées? Eh bien parce qu'à cette époque-là, on ne disposait pas, comme aujourd'hui nous en avons la possibilité, des appareils ultra miniaturisés qui nous permettent, vous voyez ici pour des manchots, de reconstituer les mouvements dans toutes les directions et éventuellement même la profondeur, bien sûr, mais aussi suivre la salinité de l'eau dans laquelle évolue l'animal, et on le fait couramment, notamment l'un de mes élèves, Damien Chevalier, pour les tortues marines. On n'avait pas ces éléments, malheureusement, et aujourd'hui, on serait très content de pouvoir approfondir la vie du grand pingouin. Et puis, mon rêve aurait été de savoir
comment le grand pingouin conserve la nourriture dans son estomac pour nourrir par régurgitation sa progéniture. Et nous avons déterminé chez les manchots l'existence d'une molécule qui s'est révélée antimicrobienne et qui permet cette conservation. Et on a montré que cette molécule est extrêmement efficace contre le staphylocoque doré et Aspergillus, qui sont les deux principaux agents des maladies nosocomiales. Et permettez-moi de rêver, par convergence, y avait-il une autre molécule dans l'estomac du grand pingouin qui aurait permis également d'être utilisée du point de vue médical pour l'homme? Alors, nous avons vu les images ce matin. Essayons de reconstituer, pour terminer, ce qui s'est passé pour le grand pingouin. Donc, on voit qu'à l'époque il y a à peu près 20 000 ans, une grande partie des mers actuelles étaient couvertes de banquise. Et probablement, à la fin de cette glaciation, a pu se produire un phénomène que nous avons pu reconstituer, nous, pour le manchot royal. Je m'explique. À partir du moment où les zones de reproduction potentielles sont découvertes par la glace, et c'est ce qui s'est passé dans le subantarctique à la fin de la glaciation, en comparant l'évolution de la température de mon collègue, trouvée par mon collègue Claude Lorius et Jean Jouzel dans les carottes de glace antarctiques, nous avons, vous voyez dans cette publication, superposé l'évolution des températures qui montre la fin de la dernière glaciation et l'augmentation de la population que l'on peut déterminer à partir de la génomique. Une étude génomique aujourd'hui permet de reconstituer l'évolution des populations. Et vous voyez qu'il y a eu une explosion de la population des manchots royaux dès que les zones potentielles pour leur reproduction ont été libérées par les glaces. Et je pense on peut prédire que c'est ce qui s'est produit pour le grand pingouin à cette époque-là. Et on a parlé d'énormes colonies, certains en doutent, moi je n'en suis pas sûr. C'est possible. Il est possible qu'il y ait eu de très très grandes colonies de grands pingouins, comme ici, pour les manchots royaux, dans le subantarctique, qui auparavant, c'est l'île de Crozet, était entièrement recouverte par les glaces. Mais que serait-il passé si le grand pingouin n'avait pas été éliminé par l'homme stupidement, parce que je crois que c'est surtout l'utilisation comme appât de ses plumes qui a déterminé sa disparition, alors qu'il était utilisé par l'homme depuis, on le sait, depuis l'époque de Néandertal, donc même bien avant la grotte Cosquer, depuis 100 000 ans. L'homme, vous le savez, a surexploité ce dont on sait que ces espèces, dont on sait qu'elles constituaient la nourriture du grand pingouin, probablement des petites morues, pas les plus grandes, mais des petites morues, le caplan, donc ces poissons arctiques. Comme vous le savez, on a interrompu la pêche à la morue par sa surexploitation, et on s'est demandé pourquoi les stocks ne se reconstituaient pas. C'est parce que, et là on est dans les chaînes alimentaires, on a continué à surexploiter le hareng tout en protégeant la morue, et les morues adultes se sont mises à cannibaliser, à manger les jeunes morues. Mais il y a eu aussi des répercussions pour les oiseaux, puisque les jeunes harengs étaient la proie des macareux, un autre alcidé proche du petit pingouin et donc du grand pingouin. Et je pense que c'est ce qui serait passé. Il y aurait eu probablement, comme aujourd'hui, un impact sur les populations de macareux, un impact sur les populations de grands pingouins. Et puis,
changement climatique. Voici des images de mes collègues de Chizé sur l'évolution probable des populations de manchots empereurs. À gauche, c'est la modélisation de la glace de mer en fonction des différents scénarios climatiques actuels. Mes collègues prédisent une disparition vers 2100 des manchots empereurs s'il n'y a pas de capacité d'adaptation de ces populations au réchauffement climatique, par disparition du krill, disparition de la glace de mer. Je termine par cette conclusion. Nous sommes face à deux enjeux environnementaux majeurs. Et je trouve que c'est une excellente opportunité, la reconstitution de la grotte Cosquer, pour bien déterminer, pour bien faire comprendre qu'il y a bien deux enjeux. Vous voyez, je suis gêné d'entendre régulièrement ce que l'on dit être la catastrophe écologique du changement climatique, et quand on puise un peu, on a l'impression que dans ce discours, la biodiversité va disparaître si on ne résout pas la question du changement climatique. Alors c'est vrai que le changement climatique, le réchauffement aura de grandes conséquences. Je vous en ai donné des illustrations. Néanmoins, actuellement, la réduction de la biodiversité que l'on constate, et c'est dans la ligne de la disparition du grand pingouin, et c'est pour ça que ça pourrait être un discours très très fort, elle est liée aux actions humaines. Une récente étude du WWF a montré que pour les espèces menacées actuelles, à peu près 80-85% de ces réductions sont liées à des actions humaines qui n'ont rien à voir avec le changement climatique. Alors, certes, le changement climatique va aggraver la situation, ça je ne le minimise pas, mais il est extrêmement important de lutter actuellement sans attendre également contre la réduction de la biodiversité. Et c'est par exemple ce que fait, c'est mon ami Philippe Mondielli qui va intervenir après moi, c'est ce que fait sa fondation, la Fondation Albert II, en soutenant des projets de conservation de la biodiversité. Et je crois que c'est une occasion assez unique, à travers l'histoire du grand pingouin, de bien matérialiser ces deux enjeux. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Yvon, pour cette très belle présentation autour de l'éco-éthologie du pingouin et évidemment sur les répercussions aussi, les considérations actuelles concernant les changements climatiques.